Bienvenue à vous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce webinaire consacré cette semaine à l'immobilier locatif en France. Investir plus précisément dans l'immobilier locatif, loi énergétique, hausse des taux, timing et rentabilité. Une session clé pour comprendre comment naviguer dans un marché en mutation en 2024. Alors que les taux et les lois évoluent, l'effet de levier reste une stratégie solide pour bâtir un patrimoine rentable, particulièrement pour vous, expatriés aux États-Unis. William Desmoustiers, expert de l'immobilier locatif en France, fondateur d'Expat Imo, est avec nous. Il va vous offrir des insights précieux pour choisir entre des investissements comme un immeuble à Mulhouse ou un appartement à Paris, par exemple, en fonction de votre apport. Découvrons comment saisir les opportunités actuelles et éviter les pièges du marché immobilier. Ce webinaire, les amis, est une occasion unique de gagner en clarté et en stratégie pour vos investissements immobiliers. Bienvenue pour une session enrichissante et pragmatique. Bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous vous trouvez. Bonsoir William. Bonsoir Francky, bonjour. Alors je suis ravi qu'on ait calé ce moment ensemble aujourd'hui pour aborder un sujet qui tient tout particulièrement à cœur notre audience French Morning à travers les États-Unis. Ouais, merci pour l'invitation. Alors nous sommes tout oui. Super, alors je vais partager mon écran. Euh, donc bienvenue à tous, merci d'être ici. L'immobilier, c'est un sujet qui passionne, qui fait débat, surtout en ce moment. Donc c'est l'occasion d'en discuter un peu tous ensemble. Donc n'hésitez pas à poser des questions via le chat. Francky me les adressera. Absolument. Donc je me présente, je suis William. Ça fait 10 années que je suis à l'étranger. J'étais tout d'abord à Singapour en 2014 et j'ai déménagé à Dubaï en 2021, principalement à cause du Covid, qui était, comme vous le savez, beaucoup plus violent en Asie. Et donc j'ai fondé Expatimo en 2020, en plein Covid, sur la base des investissements que j'avais fait moi-même en France à l'époque, l'effet de levier que j'ai pu créer en France. Des copains à moi, pendant le Covid, avaient plus de temps et voulaient faire la même chose. Donc l'entreprise est née un petit peu comme ça, il y a 3 ans et demi maintenant. Et maintenant, on a une vingtaine de salariés qui travaillent principalement en France pour accompagner tous nos clients expatriés dans leur investissement locatif en France. Donc aujourd'hui, on va parler immobilier, on va aussi parler des sujets qui fâchent, on va parler de l'unique avantage qui est pour moi d'investir dans l'immobilier locatif en France. Il n'y en a qu'un seul, on le verra ensemble. Et je vous propose de commencer maintenant. Donc, vous êtes tous expatriés comme je le suis. On a une certaine liberté, mais rapidement, quand j'ai commencé à travailler à Singapour, j'étais en contrat local. Et donc, on a dû, avec ma femme, souscrire à une assurance, comme vous le faites aux États-Unis. On n'a pas d'assurance chômage, et aussi, il fallait rapidement préparer sa retraite. Donc, c'était un sujet qui n'était pas forcément abordé dans ma famille quand j'étais jeune. Donc, c'est quelque chose que j'ai découvert en étant à l'étranger. Toute la partie investissement, fonctionnement enfin, comment fonctionne l'argent. Euh, donc, c'est comme ça que j'ai été amené à investir dans l'immobilier dans un premier temps et bien sûr plein d'autres actifs. Mais l'immobilier est resté en tout cas une passion parce que c'est vraiment un métier d'humain. Avant de, donc voilà, donc le but c'était vraiment de construire une retraite complémentaire euh, et pour créer un patrimoine, surtout dans le cadre d'un retour potentiel en France dans, dans plusieurs années. Alors avant de commencer sur les avantages, et le seul avantage qui pour moi est vraiment important, j'aimerais un peu démystifier quelques clichés sur l'immobilier locatif en France. Le premier, c'est sur la partie diagnostic énergétique. Vous l'avez probablement vu à plusieurs reprises dans les médias, etc. Il va y avoir beaucoup de logements qui vont être classés G et donc qui ne sont plus louables. Euh, G, F et E, donc là, c'est une loi qui est passée en 2021 en France. Donc ça fait déjà 2 ans et demi que cette loi est passée. Et c'est une loi qui était totalement maintenant absorbée par le marché. C'est-à-dire que tous les professionnels, c'est-à-dire les agents immobiliers, mais aussi les artisans, euh, savent exactement quoi faire dans le cadre de cette loi. Et donc maintenant, à la simple lecture d'un diagnostic énergétique, on est capable d'estimer très rapidement et de manière très précise les travaux qu'il faudra faire en face lors de l'acquisition.
Donc, ces travaux sont tout simplement impactés, enfin, impactent naturellement le prix d'acquisition et sont reportés dans ce prix. Donc, ça donne des opportunités aussi pour négocier à la baisse parce que certains propriétaires actuels ont peur de cette loi et ne se rendent pas compte qu'à certains égards, c'est assez facile de passer d'une lettre F à D euh, avec des travaux assez simples, notamment d'isolation, changement de fenêtre, donc, des travaux qui présentent peu de risques. Euh, on arrive à facilement aller enfin, à jouer plutôt avec cette loi. Il faut savoir que dans cette loi, il y a trois piliers principaux. Le premier pilier, c'est l'isolation. Donc, isolation via les murs, via donc extérieur, intérieur, c'est souvent intérieur, via les câbles, caves et via les combles. Les huisseries, donc tout ce qui est fenêtre, porte, rien de sorcier. Et alors, ce qui a vraiment tiré, la partie qui a vraiment tiré son épingle du jeu pendant cette loi énergétique, c'est les pompes à chaleur. Pourquoi? Parce que si vous mettez par exemple un logement qui est totalement ouvert sur l'extérieur, isolation, pardon, avec un simple vitrage, mais que vous mettez une pompe à chaleur, il y a de fortes chances que vous arriviez en D directement. Donc on va dire que c'est comme ça, dans le sens où c'est la loi, il faut plus jouer avec. Donc on arrive très facilement en mettant des systèmes assez simples, notamment dans le sud de la France, des systèmes de pompe à chaleur réversibles qui nous permettent d'avoir le chauffage et le froid l'été. Euh, donc voilà, donc ces trois piliers principaux qui sont ressortis du DPE, changer d'une chaudière à gaz à des radiateurs électriques, oui, c'est un peu mieux, mais c'est pas ça qui va faire une énorme différence. C'est vraiment ces trois piliers-là qui vont faire une grande différence. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a été intégré par tous les professionnels. Je n'ai même pas envie de dire que nous. Nous, on a formé par exemple toutes nos équipes au DPE. On a aussi également une entreprise de travaux qui va être certifiée RGE. Donc c'est quelque chose que l'on a vraiment anticipé, mais la plupart des professionnels le font actuellement sur le marché. Donc ça, c'est le premier point. Je ne sais pas si Francky, tu as des questions par rapport à ça qui te sont remontées. Non, c'est très clair. Alors, justement, je vais insister, peut-être ne l'ai-je pas fait suffisamment en début et en introduction. Si à tout moment vous avez besoin d'une explication supplémentaire quant aux propos de William, n'hésitez pas dans le chat à vous exprimer et je n'hésiterai pas de mon côté à interrompre William pour lui faire part de votre question. Euh, voilà. Ensuite, il y a un deuxième gros cliché, c'est les impayés de loyer qui sont trop élevés. Alors, il faut savoir que sur une moyenne nationale, on a environ 1% de loyers impayés. Ce que j'appelle loyer impayé, c'est vraiment une expulsion de locataire sans qu'il ait réglé sa dette. Euh, et nous, au niveau de l'agence, on a plus de 250 lots maintenant en gestion et on a moins de 0,5% d'impayés. Je ne dis pas que tout le monde paye le 5 du mois, bien sûr, parfois il y a des relances, il y a des plans d'appurement avec certains locataires, etc. Mais globalement, on a moins de 0,5% d'impayés sur les locataires qu'on a fait rentrer. Donc là aussi, c'est un risque qui est pris par le propriétaire. Il y a aussi des assurances loyers impayés qui existent. Nous, on prend exactement les mêmes critères que les assurances, par exemple, pour le choix des locataires que l'on met en place. Et ça permet de limiter ce risque. Donc, c'est un risque à prendre comme dans tout investissement qui est fait. Et la troisième partie, c'est sur la partie fiscale. C'est vrai que parfois, depuis l'étranger, la fiscalité peut faire peur en France, même si aux États-Unis, elle reste dans certains États assez forte également. Il faut savoir qu'en France, il y a une loi de 1949, pardon, donc juste après-guerre. C'est une loi qui est sortie pour inciter les propriétaires à, à meubler leur logement après-guerre, parce que les Français n'avaient pas forcément assez de moyens pour pouvoir se payer des meubles. Donc, c'est une loi qui est historique dans le paysage fiscal français, qui s'appelle le loueur meublé non professionnel, donc LMNP. Je suis persuadé que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler, avec son petit frère, le LMP, donc loueur meublé professionnel. Ce sont deux statuts fiscaux qui permettent d'amortir le bien en le louant meublé et donc de payer des impôts sur une base imposable de zéro pendant environ une dizaine d'années selon l'amortissement. Donc ça, il y a deux niches fiscales principales en France sur l'immobilier. La première, c'est sur la résidence principale. Manque de bol pour nous qui sommes expatriés, notre résidence principale, elle n'est pas en France. C'est-à-dire que la niche en question, c'est qu'il n'y a pas d'impôt sur la plus-value quand on revend sa résidence principale. Et la deuxième niche sur laquelle, pour le coup, on peut en profiter, c'est le loueur meublé non professionnel qui permet d'amortir le bien et donc d'avoir une assiette imposable à zéro.
Donc ça, on va le voir ensemble sur des graphiques, l'impact que ça a, cette loi. Elle est très forte. Il y a souvent des détracteurs qui pensent que cette loi va être abrogée, ou en tout cas, en fait, ce qui est vraiment dans la ligne de mire, qui je pense d'ailleurs, c'est à juste titre, c'est toute la partie meublé de tourisme. Donc ce qu'on appelle le Airbnb. J'ai rien contre Airbnb. Ce type de location dévisage un peu le parc locatif français et le contrat social qu'il y a en France. Si vous prenez par exemple un quartier, le Panier à Marseille, il y a plus de 10% du logement qui sont Airbnb aujourd'hui, ce qui devient problématique pour la ville. Donc la ville a limité à un par foyer fiscal, un Airbnb par foyer fiscal. Chaque ville décide de sa règle. Mais pour revenir un petit peu sur la partie fiscale, on parle plutôt de mettre un frein à cette fiscalité avantageuse pour le meublé de tourisme. Mais pour le meublé long terme, ce n'est pas du tout sur la table. Et au contraire, il y a certaines rumeurs qui parlent de mettre la location nue, donc sans y mettre de meubles, sur le même régime que le LMNP, donc en comptant l'amortissement, pour pouvoir inciter justement les propriétaires à faire de la location long terme et pas de la location court terme. Voilà un peu sur les dernières rumeurs et les dernières informations que l'on a mais pour le moment, rien n'a bougé. Ça a bougé uniquement sur un parti meublé de tourisme. Alors j'ai une question, Ouais. j'hésite à moi-même y répondre en invitant la personne à consulter un fiscaliste, mais je vais quand même te la poser, William. Quelles sont les implications fiscales lors de la vente d'un bien en LMNP? Comment calculer la plus-value imposable? Plus-value imposable en LMNP, c'est comme une plus-value de. Alors oui, je ne suis pas fiscaliste, mais quand même quelques notions. C'est comme une plus-value. Donc c'est là où c'est une vraie niche fiscale, en effet, c'est une très bonne question parce que normalement, quand on amortit comptablement un actif, ensuite, quand on le revend, on prend le prix de revente et on déduit le prix d'achat, mais aussi l'amortissement. Donc typiquement, si j'ai gardé mon appartement 10 ans, si je l'ai revendu 100, il faudrait que je paye de l'impôt sur la plus-value totale en comptant l'amortissement, c'est-à-dire 100. Donc en France, pour grosso modo, entre 22 et 33 et 30% de 100. Euh, et sauf que là où c'est un vrai effet qui se coule, le LMNP, c'est qu'on a amorti le bien, donc on n'a pas payé d'impôt pendant 10 ans. Mais si je le revends, disons que je l'ai acheté 80 et que je le revends 100, mon calcul de plus-value va se faire sur 100 moins 80, donc 20. Donc je vais payer un impôt sur la plus-value basé sur 20 et pas sur 100. Donc c'est là où le LMNP est une vraie niche fiscale parce qu'en fait, enfin, d'une certaine manière, on ne paye pas l'impôt deux fois. On ne paye pas pendant l'exploitation du bien et on le paye très peu à la revente. Voilà, je sais pas que ça répond à la Oui, question. ça répond. Et dans le même prolongement, même si c'est pas, c'est plutôt comptable, davantage comptable que fiscal, une autre question à ce moment-là sur les charges. Quelles charges peut-on déduire, me demande-t-on, de ces revenus locatifs en tant que LMNP? Toutes les charges. Même votre aller-retour depuis les États-Unis, si vous allez voir votre bien, si vous allez à une AG de copropriétaire, par exemple, ou si vous êtes capable de prouver au fisc, s'il vous demande que vous êtes bien rendu à votre bien pour X ou Y raison, votre billet d'avion, votre ticket de métro pour y aller, votre taxi est déductible. Mhm. Tout doit être justifiable après derrière. C'est-à-dire que si vous êtes allé à Nice alors que votre appartement il est à Paris, ça va être compliqué de justifier au fisc la déduction de ce billet d'avion. Euh, donc tout, c'est-à-dire donc les intérêts d'emprunt, bien sûr, pas le remboursement du capital, mais les intérêts d'emprunt, les charges de copropriété, la taxe foncière, la taxe sur les ordures ménagères, normalement, elle est facturée au locataire. Euh, tout ce que vous pouvez imaginer, en fait, comme dans tout actif, on peut déduire tout ce qui est utile à l'exploitation de l'actif. Si vous avez une agence immobilière euh, qui gère votre bien et donc prend des honoraires dessus, vous avez le droit aussi de déduire ces honoraires. Euh, voilà, c'est des règles fiscales qui sont, on va dire, de bon sens, où tout ce qui permet d'exploiter l'actif sont déductibles. Donc, si Mhm. vous êtes capable Et- de justifier au fisc qu'il fallait vous rendre pour une AG à Marseille, vous pouvez très bien déduire votre billet d'avion et tout ce qui va avec, l'hôtel, tout. Parfait. Et puis une dernière question avant de poursuivre sur ce fameux statut LMNP qui semble beaucoup vous intéresser et c'est normal. Euh, Quelles sont, William, les perspectives d'avenir sur ce statut? Parce que est-ce qu'on a une idée de l'évolution législative qui pourrait être prévue ou possible concernant ce statut? Il y a des risques de changement en cours de route? Alors, il y a toujours des risques.
Il y a toujours des risques dans le sens où ça reste un investissement. Il y a toujours un risque sur, enfin, à plusieurs niveaux. Sur le risque fiscal, il existe. Pour moi, il est moins de 20%. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on reste sur une loi qui est historiquement, enfin, qui est ancrée dans le paysage fiscal français et qui, en fait, je ne sépare vraiment le LMNP pour le tourisme, enfin, pour le Airbnb et le LMNP pour le long terme. Si vous voulez faire du LMNP pour du tourisme, oui, là, il y a un risque fiscal qui est beaucoup plus important que le long terme. Sur le long terme, comme je disais, il y a même des rumeurs comme quoi, pour inciter les propriétaires à réinvestir dans la pierre, à réinvestir notamment aussi dans les travaux, la réhabilitation des biens, etc., de faire passer le statut euh, ce qu'on appelle nu, c'est un bail sur lequel il n'y a pas de meubles, qui aujourd'hui ne profite pas de cet amortissement, de le passer au même niveau que le LMNP. Donc de le niveler par le haut plutôt que par le bas, ce qui serait peut-être une première, mais ce qui, je pense, serait une bonne chose. Dans les deux sens, d'ailleurs, aussi de limiter la partie touristique, ça me semble aussi important pour certains, en tout cas certaines villes, ça me semble important. Parfait, merci. Donc ensuite, il y a quatre, pour moi, il y a quatre leviers principaux de création de valeur dans l'investissement. Le premier, et c'est le plus important à mon avis, c'est le remboursement du capital emprunté. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Je vais revenir après derrière dessus, mais ça permet en fait vraiment de pouvoir démultiplier la capacité d'achat, euh, surtout quand on a le temps devant soi et qu'on n'a pas besoin des rentes tout de suite, donc des loyers tout de suite. C'est-à-dire que la banque va acheter un bien, c'est vous qui serez propriétaire et c'est les locataires qui vont rembourser la banque. Donc sur une échelle de 20 ans, sur plusieurs appartements, ça permet de lever un capital non négligeable à partir de 100 000, 150 000 euros d'apport alors qu'avec ces 150 000 euros d'apport, même sur d'autres actifs, en intérêt composé, on n'arriverait pas au même résultat. Donc, dans l'immobilier, on arrive à des TRI, par exemple, TRI en anglais, c'est IRR, qui atteignent entre 8 et 15-20% selon les villes, même avec les taux actuels. Donc, donc le premier, voilà, c'est le remboursement. Le deuxième, c'est le cash flow, c'est-à-dire qu'on a dans certaines villes moyennes, on arrive à faire ce qu'on appelle du cash flow positif ou de l'autofinancement, c'est-à-dire que les loyers vont rembourser le remboursement du capital, euh, les intérêts d'emprunt. Ils vont également payer toutes les charges de copropriété, toutes les charges d'exploitation liées au bien, pour à la fin arriver à l'équilibre. Donc ça, c'est des biens qui sont assez vertueux dans le sens où ça permet de ne pas avoir d'effort d'épargne à faire. Donc l'effort d'épargne, ça serait à l'inverse, d'avoir un bien qui, à la fin de chaque mois, on est obligé de remettre un petit peu au pot. Alors, c'est une stratégie aussi qui fonctionne. euh, mais en tout cas, ça ne permettrait pas de profiter de ce levier-là qui est le cash flow. Il y a un troisième levier qui est assez important, qui est assez nouveau, donc qui date de 2 ans environ, qui n'était pas forcément pris en compte par les investisseurs. C'est l'inflation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 100 000 euros qui dorment sur un compte, je l'apprends à personne, ça perd de l'argent. 100 000 euros aujourd'hui, ça va être l'équivalent de 30 000 euros dans 20 ans, avec le rythme d'inflation actuel. Donc ça donne un peu une idée de l'échelle sur le long terme comment l'inflation ronge l'épargne. Et à l'inverse, c'est très vertueux pour l'emprunteur, notamment en France où on emprunte à taux fixe, ce qui est une anomalie mondiale, même en Grèce, en Italie. Donc j'ai regardé même les pays latins. Je pensais qu'ils pouvaient aussi emprunter à taux fixe, mais ce n'est pas forcément le cas. Donc avec un taux fixe, aujourd'hui on emprunte environ à 4% en France. Euh, L'inflation va augmenter, mais les mensualités vont rester fixes pendant une vingtaine d'années. Ce qui, on va le voir plus tard, enfin sur la prochaine slide, et un énorme levier. Et ensuite, la plus-value, donc ça c'est une plus-value qui est, alors bien sûr, personne n'est Madame Irma, je ne peux pas vous assurer d'avoir une plus-value. Après, on reste en France sur un marché qui est très contracté, avec une démographie en hausse, euh, et une offre de logements neufs qui reste malheureusement en dessous des besoins démographiques. Euh, voilà, donc structurellement, le marché n'est pas calibré pour accueillir toute la démographie. Voilà, et en plus, enfin, donc ça c'est le premier aspect. Et après, quand on achète aux bons endroits, les bonnes villes, mathématiquement, on ne pourra plus jamais reconstruire dans ces endroits-là. Donc ça restera des biens d'exception.
Alors, j'ai reporté ces quatre leviers de création de valeur sur les graphiques. Donc, vous avez la première strate en bas, c'est le remboursement d'emprunt. Vous voyez, qui est fixe. En bleu, c'est les charges. Et en bleu ciel, c'est l'excédent de cash flow, de loyer. Donc, pourquoi je prends de la période de 0 à 10 ans? Parce que ça correspond à la période d'amortissement sur la partie LMNP. Donc là, vous voyez, l'impôt en noir n'est pas présent sur cette partie-là du schéma. Euh, et ensuite, au fur et à mesure des années, vous voyez que l'emprunt, donc sur 20 ans, lui, reste fixe. Les charges montent parce qu'il y a aussi une inflation sur les charges. Et les loyers montent aussi parce qu'il y a aussi une inflation sur les loyers. Aujourd'hui, en France, les loyers augmentent de 3,5% par an. Et c'est un indice qui est basé sur l'inflation qui s'appelle l'IRL. Euh, et donc voilà. Et donc à partir de 10 ans, on va commencer à payer de l'impôt parce que l'amortissement sera consommé. Et ensuite, après 20 ans, la- euh, le capital sera entièrement remboursé à la banque. Donc, il y aura uniquement les charges et les impôts à payer. Et ensuite, le reste des loyers, l'excédent de loyer, sera entièrement, enfin, fera partie des rentes. Donc, nous, à chaque fois qu'on présente un bien, on présente un business plan précis avec ces trois phases pour vraiment pouvoir se projeter, notamment sur sa ventilation de cash flow, euh, prendre voir en perspective combien on pourrait toucher de rente ensuite, net d'impôts après 20 ans, etc. Et bien sûr, le quatrième levier, c'est la plus-value dont j'ai parlé tout à l'heure. Est-ce que tu as des questions sur Non, ce gros? c'est extrêmement clair. Et donc là, on voit vraiment qu'avec l'effet de levier, c'est une capacité de création de valeur qui est colossale. Alors, est-ce que c'est le bon moment d'investir? C'est toujours un C'est la peu grande question. la question. Pardon? C'est la grande question. C'est la grande question, ouais. C'est la grande question. Alors, euh, déjà, avant d'aller sur la slide, il y a quelque chose qui est très important à prendre en compte, c'est le capital temps. Le capital temps, c'est le seul qui ne s'achète pas, qui ne se rattrape pas, c'est le temps qui vous reste devant vous. Il faut vraiment le prendre en compte parce que chaque année qui n'est pas investie, je vais pas dire chaque jour, mais en tout cas chaque année dans l'immobilier qui n'est pas investi, c'est du capital qui ne tourne pas ou qui n'a pas été créé via la banque. Donc il y a un effet et souvent ce capital temps est très très difficile à chiffrer, à visualiser pour se rendre compte de l'opportunité de marché qu'on pourrait perdre à un certain moment. C'est-à-dire que ceux qui veulent l'affaire du siècle, bon, bah, c'est pas de bol, ils vont probablement pas vivre un siècle, donc ils l'auront jamais. Donc ça permet aussi de pouvoir se projeter. C'est-à-dire que si déjà vous avez l'affaire du mois, c'est déjà génial. Euh, Ensuite, sur une question de timing, donc on a parlé de l'inflation. Encore une fois, l'inflation, on dit souvent que les seuls qui s'enrichissent en période d'inflation, ce sont ceux qui s'endettent. Et l'emprunt permet vraiment, surtout à taux fixe, permet vraiment de pouvoir décupler son capital assez facilement parce que le capital va rattraper l'inflation. Les revenus du capital sont basés sur l'inflation et le taux d'emprunt reste fixe sur 20 ans. Donc ça, c'est le premier levier. Il faut profiter des taux bas. Alors, ça fait souvent sourire quand je dis ça, mais il faut savoir que donc ça, c'est la courbe d'évolution des taux depuis 40 ans en France. Alors, il faut que je la mette à jour parce que maintenant, on est plus autour de 4%, mais ça vous donne un peu une échelle. Si on dézoome, là, on est sur les niveaux de la crise 2007-2008, mais partout avant, ça a toujours été au-dessus. Moi, mes parents, ils ont acheté dans les années 80 à plus de 12% d'emprunt. Enfin, le taux était à 12%. Certes, il y avait une inflation à 15% à l'époque. Donc, c'est toujours corrélé à l'inflation. C'est pour ça que, et quel que soit le moment, même si certains ont acheté à 12%, demandez autour de vous, ceux qui ont acheté à 12% à l'époque, très peu regrettent de l'avoir fait parce qu'au final, l'immobilier derrière a largement rattrapé l'inflation. Et donc, ça a quand même permis de décupler leur investissement. Donc, les taux restent Il est bas. incroyable. Il est incroyable ce graphique parce que, il relativise beaucoup cette période où l'on parle de hausse des taux d'intérêt. Une vision à la big picture là, sur les Exactement. 45 dernières 40 années. dernières années, ouais. Ouais. Et c'est important de l'avoir exactement pour relativiser et se dire que ceux qui ont acheté ici, tout le monde disait, ah, si seulement j'avais acheté dans les années 90, bah voilà, les taux dans les années 90, ils étaient là. Donc ça permet un peu de relativiser par rapport à toutes les alertes que l'on peut voir dans la presse. C'est leur business, c'est normal, il faut faire du clic, mais ça permet un peu de relativiser par rapport à ça et surtout de se dire que
Le capital temps, au final, ça reste le plus important. Donc, il faut avancer, quelles que soient les conditions de marché. On reste sur des marchés, j'aime pas dire le mot sûr, mais sur des marchés qui sont tendus, sur lesquels il y a très peu de construction neuve. Il y aura toujours un problème d'offre. C'est un peu endémique, malheureusement, en France. Donc, voilà. Donc, sur les taux bas, c'est important de le souligner. Euh, et ça crée des opportunités d'achat. C'est-à-dire que là, en 2023, il y a entre 20 et 25% de transactions en moins par rapport à 2022. On retombe sur des niveaux de 2018. Donc là encore, rien d'alarmant. Il faut plus se dire que la situation précédente était une situation anormale. Là, on redevient, comme vous l'avez vu sur les taux, dans une situation normale. On était en période d'euphorie avec les taux bas, des acheteurs qui pouvaient investir à 110%, etc. Mais structurellement, c'est pas normal. Donc aujourd'hui, il y a des opportunités d'achat à la baisse. Pas des grosses baisses, mais en tout cas, on arrive à trouver des propriétaires qui sont pressés de vendre. Donc on arrive à faire des belles négociations. Euh, donc ça, c'est créé par l'accès qui était restreint au crédit, qui n'est pas impossible, notamment pour les expatriés. Je vous dirai deux mots là-dessus. Euh, et notamment aussi, on l'a vu ensemble, les lois énergétiques qui peuvent faire parfois un petit peu peur aux vendeurs. Euh, Au-delà de ça, j'aimerais mettre aussi en perspective une double mission qu'a l'immobilier locatif en France. La première, c'est de restaurer des logements existants. C'est-à-dire que souvent, nous, quand on a fait acheter des logements à nos clients, il faut les rénover. Donc, c'est des logements qui étaient vides. Donc, on crée du logement d'une certaine manière donc dans le paysage social français. Et via toutes les lois énergétiques, les isolations qu'on fait, on participe aussi à la sobriété énergétique en vogue actuellement. Donc, au-delà de ça, ça crée une double mission pour nos clients. Donc voilà, ça reste stable à la baisse. Alors on peut parler un petit peu de baisse parce que j'imagine que vous les voyez aussi dans les médias. La baisse relative enfin la baisse moyenne sur la France est d'environ 2% en 2023, donc ce qui reste on va dire, raisonnable. Et en fait, on observe une grande disparité pardon, entre les villes. C'est-à-dire que vous prenez des villes comme Grenoble qui a perdu 11%, Marseille qui a pris 3%, Nice 2%. Voilà. Après, pour les grandes villes, c'est surtout Bordeaux qui, pour moi, était surcoté, a été corrigé à -8. Paris est environ à -5, Lyon à -3, -4 si je ne me trompe pas. Après, nous, sur le terrain, vous imaginez bien qu'une baisse de 2%, ça n'affole pas non plus les foules. Donc ça reste, enfin, on n'est pas du tout dans un panic sale où les vendeurs veulent vendre et le cash se fait rare. C'est-à-dire qu'on reste. Il faut savoir que le parc immobilier français est à plus de 75% remboursé. C'est-à-dire que c'est 75% de propriétaires qui n'ont pas de prêt à la banque. Il faut savoir qu'en France, il n'y a pas d'effet ciseau grâce au taux fixe. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand j'ai emprunté en 2020 ou même avant, j'ai emprunté à 1%, je suis toujours à 1%. Donc, ce qui reste une situation exceptionnelle, c'est que moi, même si, enfin, du coup, ça fait que mécaniquement, il n'y a aucun effet ciseau possible sur ce marché. Le seul effet ciseau qui est possible de faire, c'est sur Dans l'autre sens. l'imposition. Si quelqu'un a mal géré son LMNP, se retrouve avec de l'imposition à un moment donné qui est plus forte que prévu, il y a un cash flow négatif. Euh, donc, c'est pour ça que c'est un marché qui reste globalement stable. Et après, si on prend les biens d'exception dans les cœurs de ville, les centres-villes, c'est ça, ça sera toujours recherché. Alors, juste une chose, une réaction comme ça à chaud face à cette question que tout le monde se pose, bien sûr, c'est une question fondamentale. Est-ce le bon moment d'investir? Là, on a vu un certain nombre d'aspects, on va dire, macroéconomiques pour répondre à cette question. Mais je suppose que quand un client, tout simplement, vient te voir, William, il y a aussi certainement l'aspect personnel qui entre en ligne de compte, à savoir les objectifs personnels, les ressources, la capacité d'emprunt, et aussi quelque chose dont on parle rarement, la tolérance au risque de la personne qui est en face de toi. Tout ça, ça fait partie de l'évaluation générale, globale, avant d'avancer et de travailler? Oui, et j'ai envie de dire qu'elle est en général les gens enfin les personnes qui viennent nous voir sont assez décidés, ont déjà fait un peu ce travail en amont. Donc nous, D'accord. bien sûr qu'on fait mûrir les projets avec les personnes qui nous contactent. Il y a, même là, on travaille sur des projets de passation, c'est-à-dire qu'on a un client qui cherche spécifiquement un appartement à Asnières
pour le louer, mais elle sait très bien que ce sera l'appartement de son fils qu'elle lui donnera plus tard. Donc on est capable de travailler, on a ce type de demande. Après, c'est plus un conseiller en gestion de patrimoine qui va faire le travail en amont sur les objectifs, sur la réorganisation du patrimoine, etc. Nous, quand on vient nous voir en général, comme j'aime bien dire, c'est un peu basique, mais on est agent immobilier. On va trouver le bon bien au bon endroit qui sera rentable. On sera expert sur la partie travaux, sur la partie diagnostic énergétique. Après, sur tous ces arbitrages, par exemple, souvent on vient nous voir pour investir à Nice ou dans d'autres villes ou même à Paris en disant bah, très bien, je voudrais un bien locatif rentable et en profiter l'été. Très bien, sauf que la meilleure rentabilité à Nice, ça reste l'été. Donc, c'est tout simplement des projets qui sont impossibles. Euh, on vient parfois aussi nous voir sur un aspect de bah, j'aimerais un appartement, le louer et en profiter dans 20 ans. Et, hum, et je pense que si on se rappelle tous où on était il y a 20 ans, jamais on aurait pu imaginer qu'on serait là. Et souvent, enfin, et encore une fois, alors nous, on ne fait pas vraiment de conseils, mais on essaie de donner des perspectives. Et, et c'est pour ça qu'on se focus, nous, chez Expatimo, mais uniquement sur l'investissement locatif. Pourquoi? Parce que typiquement, l'appartement dans lequel on se voit vivre dans 20 ans, à Nice, à Paris ou ailleurs, en général, on ne voudra pas vivre dedans dans 20 ans. Et donc voilà, les projets auront changé, c'est mathématique, c'est normal, c'est la vie, tant mieux. Donc voilà, après, il y en a qui le font très bien, mais c'est vrai que nous, on a du mal à se projeter là-dessus euh, parce que il y a une charge émotionnelle qui est un peu biaisée pour moi, d'une certaine manière. Mhm. Voilà, je suis allé un peu plus loin, un peu plus autour. Ah oui, il y a un autre élément aussi important tu parles de macroéconomie, ouais, c'est les taux d'intérêt qui sont dictés par chez vous, par la Fed. Euh, donc là, les taux stagnent en ce moment. Donc les taux directeurs de la Fed stagnent. Les analystes prévoient une baisse d'ici mars, avril, mai, selon les prévisions. Donc nous, on s'attend à une baisse de taux en Europe à partir de ce deuxième semestre de cette année et qui devrait naturellement donner plus de pouvoir d'achat aux vendeurs. Je ne veux pas spéculer en disant que les prix vont repartir forcément à la hausse tout de suite parce que ça va dépendre du contexte économique global. Mais nous, on voit déjà des taux qui commencent légèrement à baisser. On a eu les premiers clients qui ont eu des estimations avant de venir nous voir et qui, au moment d'avoir le compromis en main et d'aller vers leur banque, leur a proposé des taux plus faibles que les prévisions. Et surtout, on voit les banques qui ont de nouveau une appétence pour le prêt IMO et conquérir de nouveaux clients. Donc ça, c'est Mhm. nouveau depuis honnêtement 2 mois, grand max, où on voit un frémissement de retournement sur le marché. Les banques étaient très frileuses depuis 2 ans et recommencent à ouvrir doucement la vanne du crédit. Alors, quand on entend une prévision de taux à la baisse à court terme, certains pourraient être tentés de se dire, ben, je vais attendre que les taux baissent. Or, pendant cette même période, on l'a vu souvent sur différentes courbes, la valeur du bien peut augmenter déjà, d'une part. D'autre part, si on a négocié un emprunt à taux fixe, il y a toujours la possibilité de renégocier son taux en situation de baisse de taux. Exactement, et ça, c'est la magie. Est-ce que tu connais, Francky, un autre marché où tu es capé à la hausse et pas à la baisse? L'immobilier, il n'y a que l'immobilier. Il n'y a que l'immobilier où là aujourd'hui on peut loquer un prix d'achat intéressant avec un taux certes à 4% qui peuvent déplaire certains, sauf que dans 24 mois quand les taux seront à 2,5, on renégociera à 2,5 et là le business plan il va exploser, littéralement. Donc et encore une fois, moi je remets en perspective le capital temps, c'est-à-dire ne pas agir, ne pas capitaliser, ne pas faire d'emprunt à sa banque, c'est là où le bas blesse. C'est ce qui est, chaque mois de rembourser, c'est ça qui compte. C'est là où le bas de laine blesse. Ouais, voilà. Donc, Donc voilà, est-ce que tu avais d'autres questions peut-être? Non, sur cette slide, je pense qu'on a fait un tour complet. Euh, donc nous, on est spécialisé dans l'investissement locatif, hein, je crois que tu l'as compris. Si vous cherchez le résidence secondaire, alors là, il se trouve qu'on va vendre 2 maisons en Vendée d'un projet que j'aime beaucoup, de maisons d'ossature bois, totalement, enfin quasiment passive en énergie, à 10 mètres de la mer, si certains sont intéressés. Mais si, C'est pas c'est un mal. projet exceptionnel. L'offre Pardon? immobilière, au passage, elle est bien placée, hein, bravo. Ouais, ouais, c'était pas prévu, mais on lance la vente demain. Donc tu vois, on était Bon. en train de préparer les documents ce soir.
Donc, nous, on offre un service de transaction, donc de recherche de biens. On va chercher les meilleures opportunités sur le marché, de gestion de travaux et d'ameublement. Donc, on a maintenant, comme je le disais, une société de travaux qui est capable de faire les travaux avec une décennale. Et bientôt, on sera qualifié RGE. Donc, RGE, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste un certificat en France qui permet derrière d'avoir les aides de l'État sur les travaux de rénovation énergétique que l'on fait. Et derrière, on a une agence de gestion locative. Donc tout ça est intégré en France avec des salariés et on fait tout en interne. C'est-à-dire même la partie gestion locative, elle est faite en interne chez nous. On gère environ 250 lots maintenant. Euh, et on est présent dans différentes villes de France. Alors on a commencé historiquement à Mulhouse parce que c'est la ville de 100 000 habitants la plus rentable de France. Mulhouse, c'est là, pour ceux qui ne connaissent pas, au sud de l'Alsace. On positionne nos clients uniquement enfin quasiment uniquement sur des immeubles de rapport. Donc, c'est des immeubles de 4 appart 3, 4, 5, 6 appartements. C'est des projets à partir de 250 000 euros tout compris. Donc ça reste très abordable. L'avantage de l'immeuble, c'est que on est chez soi dans tout l'immeuble, il y a très peu de charges, il n'y a pas de syndic, il n'y a pas de copropriétaire, donc il n'y a pas d'AG à faire. On peut décider de faire du Airbnb en bas, même si je ne le conseille pas trop, mais enfin, ce que je veux dire, on peut vraiment répartir le type de location sur les différents étages, on peut faire les travaux quand on le souhaite, etc. On peut tirer une nouvelle canalisation d'eau d'évacuation, par exemple, sans demander l'avis à tout le monde. On avait ensuite ouvert à Montpellier. J'ai racheté une société à Marseille il y a un peu plus d'un an maintenant, avec les effectifs et tout le réseau sur place pour pouvoir délivrer de très chouettes projets. Moi, je suis originaire de Nice, donc on a un bon réseau aussi sur Nice. Et on a ouvert l'année dernière Paris et tout le nord de la France. Donc l'île Roubaix-Tourcoing, ça permet aussi, là aussi, d'offrir différentes types de biens. L'île qui est un peu plus patrimoniale et Roubaix-Tourcoing un peu plus sportif en termes de gestion, mais ce qui apporte aussi une rentabilité assez intéressante, un peu comme à Mulhouse. À Montpellier, à 90%, on fait de la colocation parce que c'est la ville c'est la ville de France la plus étudiante. Il y a plus de 25% d'étudiants à Montpellier. Donc, on positionne nos clients uniquement sur des T4. Pourquoi des T4? C'est que dans une colocation, il y a une pièce morte qui est le salon. Ce que j'appelle une pièce morte, c'est une pièce qui ne génère pas de revenus. Euh, et donc, si on n'a que deux chambres, on n'a que deux loyers pour payer cette pièce morte. Si on en a trois, c'est mieux. Si on en a quatre, le problème que j'ai avec quatre chambres, c'est que, un, c'est moins facile de vivre avec quatre personnes. Trois, c'est un chiffre qui est plus sain, on va dire. Et quatre chambres, ça oblige aussi, pour des raisons d'éthique, on va dire, de créer une nouvelle salle de bain en général, ce qui impose des travaux un petit peu plus risqués, etc. Donc trois, c'est le meilleur, enfin, à mon sens, c'est le meilleur ratio, dans le sens où il y a pas beaucoup de travaux à faire et c'est rentable. Et puis si on est Euh, quatre dans un même appartement et qu'on vote quelque chose et qu'on arrive à deux contre deux, c'est clair à exactement. trois, on n'aura pas ce problème. Exactement, à trois, on n'aura pas ce problème. Donc voilà, on a une belle croissance ces 3 dernières années. Là, on est en phase de stabilisation pour la société. Il y a des villes qui vont peut-être être ouvertes, comme au Mans ou à Caen, pour adresser un petit peu plus l'ouest de la France. On peut également délivrer des projets sur Bordeaux, pas forcément en évidence, mais on peut le faire, Euh, et un petit peu sur Lyon. Et voilà. Et pour tous ceux qui me demandent pourquoi on n'est pas à Nantes, à Rennes, etc., j'anticipe les questions maintenant. Euh, c'est pour moi des villes qui ont trop monté et qui ne justifient pas leur prix actuel. C'est-à-dire que nous, en fait, on ouvre une ville sur deux aspects principaux. L'attraction du marché, donc est-ce qu'il y a des investisseurs qui veulent y aller? À Nantes et à Rennes, oui, potentiellement. Est-ce que les prix sont en accord avec les revenus de la ville? Et c'est là où je trouve que ce n'est pas forcément le cas dans ces villes-là. Et surtout, après, derrière, c'est avoir un bon réseau sur place. C'est-à-dire que nous, je dis souvent qu'on ne fait pas de l'immobilier, notre business, c'est la confiance. Tous nos clients nous font confiance pour investir à distance. 95% de nos clients ne visitent pas les biens qu'ils achètent avec nous. Euh, donc, j'ai besoin d'avoir des personnes sur lesquelles je pourrais leur confier mes enfants à tout moment dans chacune des villes. Et c'est pour ça aussi qu'on peut difficilement couvrir tout le territoire français parce que c'est compliqué de trouver des gens avec une telle confiance partout. En termes de rentabilité, bon, c'est une moyenne, ça veut tout et rien dire. On arrive à monter jusqu'à 7% net d'impôt. Euh, Bien sûr, c'est pas à Paris, hein. À Paris, on sera plus autour de 2-3%, donc on est sous l'inflation, donc c'est pas forcément judicieux à mon sens, mais il y en a qui le font plus pour des questions patrimoniales. Euh,
Et donc voilà, je ne sais pas s'il y a des questions sur les villes en particulier ou Non, non, on a dû faire plaisir là à tous ceux qui ont déjà investi à Rennes et Rouen. Ils doivent être ravis. Non, non, on a quelques questions d'ordre général que je vais garder pour la dernière partie de ce webinaire. très bien. Donc nous, on intègre tout un service aussi d'architecte d'intérieur qui est internalisé. C'est Marie qui fait ça chez nous pour les différentes villes. Donc bon, voilà, on fait les plans électriques, tous les plans précis pour que les artisans aient toutes les informations sur place. Donc voilà, c'est quelques images avant, après. Donc une salle de bain qui semble certes correcte, mais on fait beaucoup mieux derrière. Ça, c'était un appartement à Marseille où aucun mur n'était droit, qui a été entièrement rénové. Ça me rappelle Euh, une émission à l'époque où je vivais en France sur M6 avec Valérie Damido, ces photos. Le avant ah, et le d'accord. après. C'est magnifique. Voilà, quelques informations. Et voilà, je crois qu'on peut passer Alors, aux c'est très questions. important. Et bon, et les contacts, on va rester quelques secondes sur cette fiche contact parce que je vous invite d'ores et déjà, si vous voulez entrer directement en contact avec William, à scanner le QR code qui s'affiche sur votre écran en haut à gauche, également le téléphone. Je suppose C'est pour WhatsApp, une ouais. prise de rendez-vous ou message WhatsApp et l'adresse email. On va rester sur cette slide quelques instants pour que les gens aient le temps de prendre les coordonnées. J'ai reçu un certain nombre de questions. La première, je vais la lire telle quelle parce qu'elle a besoin d'un traducteur spécialisé, William. Le D'accord. syndic refuse l'installation de PAC, ce qui m'empêche de passer au-dessus du F. Que se passe-t-il dans ce cas? Puis-je obtenir une dérogation pour continuer à louer? Alors, si déjà on peut expliquer ce qu'est le PAC et le F. Alors, le F, je l'ai. Le pack, je ne l'ai pas. Alors, le F, Ah, ce que veut d'accord. Ah, dire, ça me rassure. et peut-être qu'il va préciser ensuite. Voilà. La lettre F, c'est notamment pour la loi énergétique, donc le DPE dont je parlais. Aujourd'hui, il a le droit de louer en F, mais à partir de 2027, si je ne me trompe pas, il n'aura plus le droit de louer son appartement parce qu'il est en F. C'est-à-dire que la loi Pompe à chaleur. impose. Pompe à chaleur Pardon? me dit quelqu'un de très haut placé chez Ah French oui, la pompe à Morning. chaleur, merci. Me dit pompe à chaleur. Et oui, et alors, on ne peut pas aller contre le syndic, enfin, non, contre le vote de la copropriété. Alors, souvent, ce qui se passe dans ce type de copropriété, c'est que tout le monde sera en F et qu'à un moment, typiquement, moi, je suis propriétaire dans une copropriété dans laquelle il y a du simple vitrage partout. Personne ne change ses vitres parce que si moi je change mes vitres, euh, je serai bien isolé que côté vitres, mais ensuite c'est moi qui vais chauffer en dessous et au-dessus. Donc du coup, personne ne change ses vitres et ça va être à un moment donné, ce qui va se passer, c'est que tous les copropriétaires vont être dans la même situation et donc seront tous contraints d'avancer et de changer leurs vitres et là peut-être de mettre une pompe à chaleur, etc. La pompe à chaleur, il faut savoir que enfin, selon les villes, ça peut être assez compliqué. Je prends l'exemple de Paris, par exemple, où on est toujours sur des vieilles façades, donc impossible de l'imposer sur la façade. Et même côté cours, il y a beaucoup de copropriétaires qui sont réticents à ça. Donc, nous, on en pose surtout dans le sud parce que historiquement, il y a souvent eu des climatiseurs. Euh, on est un peu sur le même modèle sur la pompe à chaleur, c'est-à-dire qu'il y a un compresseur extérieur et le climat à l'intérieur. Et ce qui fait que dans le sud, c'est plus facile d'en poser, on va dire, que dans le nord. On parlait tout à l'heure des charges déductibles. On a une question un peu plus spécifique. Dans le cas d'une location de meubles touristiques, de meublés touristiques, peut-on aussi tout déduire? Et on me précise voyage, etc. Alors, je n'ai pas la réponse spécifiquement, je ne suis pas fiscaliste, mais souvent les lois fiscales, même si elles paraissent compliquées, elles ont beaucoup de bon sens. Et je reprends un peu le principe de tout ce qui permet d'exploiter euh, le- la génération de revenus du bien. Donc, si le voyage est justifié pour pouvoir faire tourner le bien. Donc, je prends l'exemple extrême, c'est-à-dire que si c'est vous qui faites la rentrée de tous les locataires toutes les semaines, des touristes qui viennent dans votre appartement et que vous faites l'aller-retour à chaque fois depuis les États-Unis, ce qui bien sûr ne serait pas rentable, mais je prends cet exemple extrême. Si c'est vous qui faites entrer les locataires, oui, en l'occurrence, vous êtes capable de prouver que c'est grâce à ces voyages-là que vous faites tourner l'activité, donc ça sera déductible. Donc moi, je pars toujours sur ce principe de tout ce qui permet d'exploiter le bien Mhm. sera déductible. C'est un principe simple et voilà, qui sera compris par la fiscalité. Mais faut être en mesure de le prouver, s'il y a Le un contrôle, justifier, absolument. de le Oui, justifier. absolument.
On parle d'un amendement qui est passé sans me donner plus de précision et en me donnant soi-disant par erreur. De quoi parle-t-on? Il y a un amendement dans le secteur de l'investissement locatif qui serait soi-disant passé par erreur. Ça te parle? Ça ne me parle pas, non, sur la loi de finances 2024. Oui. Maintenant que t'en parles, ça me parle vaguement, même bon, si c'est déjà par Voilà, erreur. que la personne qui est restée anonyme, si elle veut préciser sa question, je serais ravi d'y revenir. Comment bien choisir le secteur LMNP, nous demande Patrick. Comment s'assurer qu'il répond à un besoin? Est-ce qu'on a des statistiques disponibles à ce sujet, en particulier pour de la colocation? Oui, bien sûr. Alors, la colocation, c'est toujours mieux de le faire en meublé. C'est-à-dire que, dans le sens où quand on est décolocataire, même moi, j'ai été colocataire à une époque en France, même à Singapour. Bon, bah, en général, on a un peu moins de moyens. On est content que le propriétaire meuble. Et surtout, on est content de ne pas avoir déménagé tous ces meubles quand on arrive, quand on part, etc. Donc ça, c'est sur la partie colocation, ça me paraît un peu plus naturel. Après, je pense que le fond de sa question, c'est comment s'assurer qu'il y a une demande locative pour ce type de projet, pour ce type de bien, notamment des biens meublés. C'est une très bonne question parce que nous, typiquement, on va déconseiller de faire du LMNP, par exemple, sur des trop grandes surfaces, un T4 hors coloc, un T4 qui serait plus à destination familiale. Bah, souvent, une famille, elle va arriver avec ses meubles ou il y aura des aménagements spécifiques. Je prends l'exemple du bureau ou de la chambre de bébé ou de la chambre d'adolescent. C'est des choses que le propriétaire ne peut pas anticiper dans son projet d'ameublement. Donc, il faut étudier le marché. Et nous, c'est un peu enfin, c'est aussi notre valeur ajoutée, c'est qu'on va pouvoir donner, enfin, quand on présente un projet, on présente un projet clé en main. C'est-à-dire qu'on aura fait déjà l'étude de demande locative en amont, etc., pour s'assurer que ça puisse se louer, tout ça. Donc la question est vraiment légitime. Et donc, pour y répondre, en général, c'est plutôt sur les petites surfaces, dans des zones tendues euh, ou pas en fait. Enfin, je prends le contre-exemple alors nous on fait pas, mais je sais qu'il y a des agences qui font ça dans les tout petits villages paumés. Bah, je sais que parfois, quand on fait quelque chose de chiné qui est vraiment au-dessus du marché, ça peut permettre de se démarquer. En fait, il faut voir le locataire comme un client. C'est-à-dire qu'il faut créer une attractivité locative, il faut se démarquer dans l'ameublement, etc. C'est pour ça qu'on a une architecte de l'intérieur en interne, pour pouvoir se démarquer sur le marché locatif, parce qu'on est en compétition propriétaires qui louent leur logement. Sayavong nous pose une question. Si en déduisant, c'est encore une question d'ordre fiscal. Alors encore une fois, William n'est pas fiscaliste, mais il a plus que des notions en la matière, bien sûr. Si en déduisant toutes les charges et qu'on arrive à un revenu de zéro en France, ça veut dire qu'aux États-Unis, si on y est résident, on déclare aussi zéro en revenu foncier à l'étranger? Alors, je ne suis pas fiscaliste, encore moins sur la double imposition US-France. D'après ma compréhension du sujet, c'est-à-dire qu'il y a un crédit, si vous payez des impôts en France, il y a un crédit d'impôt qui est reportable sur les US pour pas avoir justement cette double imposition. Sur la partie amortissement, là encore, je mets des pincettes parce que j'ai jamais vécu aux États-Unis, mais d'après ma compréhension du sujet, le bien est amorti en France et les États-Unis aussi permettent l'amortissement pour le coût de n'importe quel type de bien aux États-Unis. Donc, avec ce mécanisme, on devrait également arriver à zéro dans les premières années sur les États-Unis. Et si quelqu'un Anne, a... oui, Pardon? vas-y, je t'en prie. Voilà, après, si quelqu'un a plus d'infos, ou je ne sais pas si tu peux laisser la parole à quelqu'un qui a plus d'infos Oui, également. pourquoi pas. Si vous voulez préciser la réponse. Alors il y a Anne qui d'abord s'excuse de s'être connectée un peu tard. William, on peut lui dire collectivement qu'on ne lui en veut pas du tout. Il y aura le replay qui vous sera proposé sur French Morning à travers un article très rapidement. Elle nous dit, Anne, j'ai un appartement, je cite, que je loue en non meublé depuis 15 ans. Si Ouais. je passe en LMNP quand j'aurai un changement de locataire, est-ce que je bénéficierai du dégrèvement des impôts pendant 10 ans ou pas? Oui. En fait, si je reviens sur cette slide, Les premières, je crois. merci. En fait, la réponse est oui, dans le sens où l'amortissement, là, il est consommé sur les 10 premières années, mais il pourrait très bien être consommé ici. Je prends l'exemple, par Hmm. exemple, souvent on vend des immeubles à Mulhouse, à Roubaix ou ailleurs, euh, sur lesquels il y en a 2 appartements sur 4 qui sont vides et 2 sur 4 qui sont loués en nu, donc un peu comme Madame. Euh,
ce qui va se passer, c'est on va commencer l'amortissement des deux premiers appartements qu'on va louer en meublé, parce que vu qu'ils sont vides, on va les meubler et ensuite on va les amortir. Et ensuite, les appartements qui sont en nu, on va commencer, au début, on va payer des impôts dessus. Ensuite, une fois que les locataires partent, on peut meubler et consommer l'amortissement sur entre 15 ans et 25 ans, par exemple, de l'exploitation du bien. La seule chose que l'on ne pourra pas récupérer, ça reste marginal, je te rassure, Francky, c'est les frais de notaire. C'est-à-dire que quand on achète un bien et qu'on l'exploite tout de suite en LMNP, on peut amortir les frais de notaire. Si, comme madame, on passe en LMNP au bout de 15 ans, on ne pourra pas récupérer ces frais de notaire pour les mettre dans l'amortissement. Ça reste honnêtement marginal et ça vaut le coup de le repasser en LMNP au bout de 15 ans. Il y a une autre stratégie aussi qui existe, une fois que l'amortissement est... Bon, encore une fois, il faut se faire accompagner peut-être de fiscalistes pour être sûr que ça rentre dans le schéma fiscal. Mais pour consommer deux fois l'amortissement, on peut très bien aussi acheter un bien en LMNP, l'exploiter pendant 10 ans et ensuite se le racheter à soi-même dans une société. Euh, Là, ça permet de consommer à nouveau l'amortissement. Attention, le problème de la société, c'est qu'à la revente, on n'a pas ce mécanisme où l'amortissement n'est pas déduit de la plus-value. Donc, il faut faire ces calculs. C'est souvent sur des biens qu'on veut garder très longtemps que l'on compte jamais revendre. Je parle d'une société à l'IS, donc à l'impôt sur les sociétés. Pour ceux qui se... Parfait. Question de Voilà. Marie-Laure, et je ne connais pas Marie-Laure, mais je devine à travers sa question qu'elle a dû passer plusieurs années déjà aux États-Unis parce que j'aime beaucoup sa directness. De manière très directe, elle vous pose la question, quel est votre modèle d'affaires? Comment faites-vous de l'argent sur chacune des transactions? Quels sont vos frais de service? C'est intéressant cette question parce que finalement, ça permet d'en dire un peu plus sur la prestation Ouais, bien sûr. qu'Expatimo propose et la manière dont vous facturez également vos frais. Et dans la foulée, elle nous pose une deuxième question, comme ça on y répondra de manière globale. Est-ce qu'on peut venir vous voir si on a déjà identifié un bien qu'on aimerait acheter pour le rénover, pour le mettre en location? Ou alors vous intervenez simplement de A à Z, mais pas à, Pas de J à à la Z. lettre F. Alors, déjà pour la première question, nous, quelque chose qui est très important, on se rémunère uniquement sur la partie acheteuse. Donc uniquement pour les clients qu'on défend. C'est important parce que ça veut dire qu'on ne fait pas de partage d'honoraires avec d'autres agences, avec des notaires, on n'aurait pas le droit, ou avec des apporteurs d'affaires, on ne fait pas de de partage d'honoraires. Pourquoi? Parce que c'est le seul moyen qu'on ait trouvé pour s'assurer de défendre les intérêts de nos clients à l'achat. Parce que si on se rémunérait, par exemple, sur une agence, enfin, sur les honoraires d'une agence ou de d'autres intermédiaires, le problème, c'est qu'on serait toujours biaisé dans ce qu'on propose. Mais c'est très Parce qu'on bizarre est- cette notion-là, parce que pour moi, ça m'est toujours apparu comme un conflit d'intérêts quelque part. Bah, c'est pour ça que nous, on se démarque. Enfin, c'est pas qu'on se démarque, on est un autre métier qu'un agent immobilier classique qui représente la partie vendeuse, qui prend ses honoraires sur la vente du bien comme nous, mais que la partie vendeuse, même si, enfin, ça s'appuie sur un problème fiscal, parfois c'est l'acheteur qui, enfin, dans tous les cas, c'est l'acheteur qui paye. Euh, Nous, on prend des honoraires uniquement, et parfois c'est en plus des honoraires du vendeur. Mais on a décidé, enfin, c'est ce qui se fait sur le marché, c'est que c'est deux professions qui sont devenues maintenant vraiment distinctes pour pouvoir défendre à chaque fois les intérêts de chacun. C'est assez traditionnel de prendre un notaire pour la partie vendeuse, un notaire pour la partie acheteuse. Bah, ça devient un peu la même chose maintenant dans une transaction immobilière. Donc nous, on se rémunère sur cette partie-là à hauteur de 6% du prix du bien, avec un minimum de 8 000 € et un maximum de 24 000 €. Donc là, ça c'est sur la partie transaction. Ensuite, sur toute la partie gestion de travaux. Donc, c'est la gestion de travaux, ça veut dire qu'on va demander différents devis, on va faire tout le cahier des charges des travaux. Ensuite, derrière, on va gérer les travaux, gérer les artisans, etc. On facture 10% du prix des travaux. Donc, s'il y a 50 000 € de travaux, on va facturer 5 000 € de prestations. Et après, sur la partie gestion locative, donc ça, c'est un mandat qui est à part. Euh, c'est plus un mandat, on va dire, d'agence traditionnelle où on se rémunère sur l'entrée du locataire, un demi-mois de loyer, et ensuite 6% hors taxe, donc ça fait 7,2% TTC des loyers. Donc un peu, enfin voilà, une agence traditionnelle. Donc nous, c'est nos trois revenus, enfin nos trois canaux de revenus qui sont vraiment distincts, et on prend nulle part ailleurs. Et ça, c'est important parce que typiquement sur les travaux, et je sais que enfin, ça peut être tentant de prendre des primes d'apporteur d'affaires chez un artisan ou ce genre de choses. Je sais qu'il y en a qui le font. Et nous, enfin, on a décidé de ne pas le faire. Alors certes, parfois, certains peuvent dire, ouais, mais prenez plutôt de chez lui plutôt que chez moi. Mais en même temps,
ne mord pas la main qui nous nourrit. Donc on préfère être nourri par une seule main que par plusieurs. Voilà, c'est un choix qu'on a fait et qu'on assume totalement. Et ce qui nous, voilà. Et sur la seconde partie de la question, c'est-à-dire si elle a déjà identifié un bien, Marie-Laure, et qu'elle aimerait l'acheter, elle peut faire appel à Expatimo pour le rénover, le mettre en location? Ouais, sauf à Rennes et à Nantes. Mais oui, oui, dans les villes que l'on couvre, oui, c'est possible, on peut en discuter. Et, voilà, je ne vais pas promettre monts et merveilles, mais oui, oui, c'est possible, on peut s'en occuper. Alors, j'allais passer la petite pique, mais finalement, tu m'as tendu la perche. Il y a quelqu'un qui nous a écrit, pourtant, Lille est plus cher que Nantes et Rennes. Ouais, alors c'est pas forcément une question de prix en fait. Euh, c'est pas une question de prix, c'est une question aussi de, comment dire, enfin, c'est aussi pour moi des villes qui se sont un petit peu dégradées en termes de services publics. Et c'est important aussi dans l'attractivité des villes d'aller sur une ville sur laquelle l'attractivité croît. Et pour moi, alors même si ces villes ont eu beaucoup de... Après, c'est peut-être très personnel, peut-être que j'en fais une affaire personnelle hein, avec ces villes, j'ai rien contre spécifiquement de base. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est pas... Après, c'est une question de Il feeling, n'y a pas peut-être que eu la ville... dans l'enfance, dans l'adolescence, une histoire sentimentale à Rennes qui a mal Même tourné, pas, non. William, C'est même dont pas tu lié veux à ça. parler pour conclure ce C'est webinaire? même pas lié à ça, non. Euh, D'accord. non, mais je trouve, alors oui, certes, Lille est plus cher, mais pour moi, Lille a beaucoup plus, enfin, de raisons d'être cher que Nantes et Rennes. C'est-à-dire que, et en plus, je passe des vacances près de Nantes l'été, donc j'ai vraiment rien contre cette région, mais on est un peu en bout de chaîne. Lille, on est à 1 heure de Bruxelles, 1 heure de Paris, 1 heure et demie d'Amsterdam, 1 heure et demie de même pas de Londres. Je trouve qu'il y a une vraie raison que je comprends. J'ai besoin de comprendre en général les choses sur les prix, comme tout le monde, pour justifier un tel coût. Acheter à 4 ou 5 000 du mètre à Rennes, bah, on est quasiment sur des prix, on est sur des prix de Nice, par exemple. Alors, je ne veux pas mettre Nice en avant plus que d'autres, hein, mais je trouve ça surcoté, ouais. Mais encore une fois, je suis prêt à ouvrir le débat et moi personnellement, j'irai pas sur ce prix-là. Hmm. On arrive au terme de ce webinaire et j'aimerais quand même qu'on réponde rapidement à deux questions. On lit sur le web que si le syndic bloque une rénovation qui de fait impose que le bien soit passoire thermique, il est possible de louer après 2027 à condition d'avoir une preuve que le syndic a bloqué le bailleur. Confirmez-vous. C'est précis, hein. Peut-être. Je suis pas, j'ai pas cette expertise. Là, on est plus sur le droit. C'est pas impossible. Je pense qu'il y a, en fait, il y a probablement de la jurisprudence qui va arriver sur ce sujet pour la simple et bonne raison que le gouvernement a certes fixé ses objectifs, mais ce sera techniquement impossible d'y arriver dans la mesure où il n'y a pas assez d'artisans en France pour rénover tous les logements en G, en F et en E dans cette période. Voilà, pour faire court. Et Julie et Lucas, je ne pense pas qu'ils se connaissent, mais à quelques minutes d'intervalle, ils ont posé quasiment la même question. Aidez-vous à obtenir des financements pour les expats en évitant la problématique des 30% d'apports rencontrés fréquemment. Alors oui, enfin, nous, on n'apporte pas, mais on a des partenaires qui peuvent apporter des financements. Les 30% d'apport, en fait, c'est souvent 30% d'apport sur le projet total. Ça, c'est vrai que c'est un sujet que j'ai pas encore assez abordé, donc si tu peux me laisser 5 minutes, enfin peut-être pas Bien autant, mais sûr, bien sûr. le financement, c'est la clé de voûte du projet. On l'a vu, c'est l'effet de levier. Pour moi, le seul intérêt d'investir dans le locatif en France, c'est de passer par l'effet de levier, donc le financement. Et l'apport, dans un projet à 200 000 euros, si c'est 30%, c'est 60 000 euros, OK. Cet apport, il y a deux apports possibles. Il y a l'apport 100% dans le projet, c'est-à-dire qu'on va mettre 60 000 euros dans l'appartement, dans les travaux, etc. Ou soit on va mettre 30 000 euros dans l'appartement et 30 000 euros en nantissement à la banque. Donc c'est ce qu'on appelle du collatéral. C'est ce que les banques appellent du collatéral. Donc ça serait 15% ici en collatéral. Et pourquoi il faut énormément jouer avec ça? C'est-à-dire que, imaginez, donc, je veux ce bien à 200 000 euros, on parle encore d'effet de levier. Si je mets 60 000 euros dans le projet, bah, je vais naturellement lever 140 000 euros. Si je mets 30 000 euros dans le projet et 30 000 euros en nantissement, donc à la banque en collatéral. Donc il y a 30 000 euros qui vont être placés à la banque et qui vont être ensuite sur des ETF Monde. On peut très bien les placer sur des produits très peu chers. On va mettre que 30 000 euros dans le projet. Ça veut dire que je vais lever 170 000 euros.
Donc c'est très important en fait de voir les 30%, Lucas et Julie, je crois, c'est ça, bref. Oui, C'est très important de voir ces 30% et de voir comment ils sont découpés. C'est-à-dire que moi, j'ai souvent, à chaque fois que j'ai emprunté, j'ai demandé à la banque de mettre un maximum de nantissement et un minimum d'apport dans le projet. Parce que comme ça permettait en fait de fructifier beaucoup plus d'argent et de lever beaucoup plus d'argent. Euh, et après, alors pour répondre plus précisément, les 30% pour le moment, c'est la norme, ça commence à baisser. C'est même monté jusqu'à 40% pour certains pays. Ça commence à baisser. Mais après, il faut se rendre compte, enfin, je connais mal les conditions d'emprunt aux États-Unis. Ici, à Dubaï, il faut quasiment 50% d'apport, et c'est le cas dans pratiquement tous les pays d'Europe. En UK, c'est pareil, etc. en ce moment. Donc 30%, ça reste très compétitif sur le marché. Ça va baisser, mais je ne pense pas que ça va baisser comme ça l'était avant, où on pouvait mettre en tant qu'expatrié 5 à 10% d'apport, voire certains qui empruntaient à 110%, mais c'était très rare. C'était plus pour les résidents fiscaux français. Donc il faut, voilà, je pense qu'on va plus tendre vers les 20%, et oui, on peut accompagner là-dessus. Voilà, s'ils ont des questions, on peut mettre en relation avec des courtiers spécialisés expatriés. dernière question rapide. Est-ce que Grenoble fait partie de vos plans futurs, m'écrit-on? Et non, non, c'est un peu la ville que je catégorise un peu comme les autres, Rennes et Nantes. Ouais. Grenoble, je trouve que c'est une ville qui, depuis 10 ans, a perdu beaucoup de son attractivité, malgré ST Microélectronique qui est présent, malgré un atout avec les Alpes, etc. Euh, voilà, non, ça fait pas partie des plans. J'ai parfois quelques demandes, mais ça fait pas partie des plans d'ouverture. On aura apprécié d'une part ton expertise, William, ta clarté, aussi l'absence totale de langue de bois quand il s'agit de géographie. Merci à vous toutes et vous tous qui nous avez suivis. Si vous souhaitez aller plus loin dans votre démarche, je vous invite à prendre rendez-vous avec William. Les coordonnées, on va les laisser s'afficher encore quelques secondes pour tous ceux et toutes celles qui n'ont pas eu le temps de les noter. Le temps pour moi de vous remercier de votre présence, de nous retrouver sur frenchmorning.com, de vous abonner à notre newsletter, de nous suivre de près, de la même manière que nous vous suivons de près et que nous essayons chaque fois d'être au plus près de vos attentes, de vos centres d'intérêt et de vos besoins. Merci, William, et à très bientôt. Merci Francky, merci à toute la communauté. À bientôt.